qui concerne TF1, Marie-Laure. Deux repreneurs, Francis Bouygues qui a déposé hier son dossier à 20h, entouré de tout son état-major, et achète un peu plus tard. Il achète un peu plus tard, qui a fait durer le suspense, si j'ose dire, jusqu'à la dernière minute, d'au moins jusqu'au dernier quart d'heure, puisque c'est un quart d'heure avant la fin du délai, un peu avant minuit, que Hachette a déposé son dossier à la CNCL. Les raisons de ce retard ne sont pas sur la place publique. Pour comprendre ce qui se trame en coulisses et pour mesurer l'ampleur du duel qui s'engage entre Hachette et Bouygues, il faut reprendre le fil secret de ce récit, quelques semaines plus tôt, début janvier 1987. Conduits respectivement par Francis Bouygues et Jean-Luc Lagardère, des hommes qui se connaissent bien, les deux groupes sont résolus à conquérir TF1. Mais depuis l'annonce de la privatisation, le groupe Hachette, qui bénéficie d'une tradition d'entreprise culturelle, apparaît comme le grand favori. Hachette a été créé en 1828 par M. Louis Hachette. On a un grand héritage. Peut-être que on se donne l'impression de détenir à la fois une légitimité et liée à cette légitimité une responsabilité. Et puis en face, il y avait un autre candidat, un autre groupe candidat, qui lui avait une formidable expérience des compétitions et des adjudications, et qui avait pris un tout autre parti. Et le problème pour lui, c'était de gagner. On n'a pas l'ombre d'un doute métaphysique, on va gagner. Parce qu'on s'est mis dans le mental de gagner. Bon, si on ne gagne pas à la sortie, il y aura le choc le jour où. Mais entre-temps, il ne faut surtout pas se laisser intoxiquer par cette idée qu'on n'est pas, le favori. Et alors ? Pour constituer leur dossier, les deux candidats ont pris contact avec le PDG en poste à TF1, Hervé Bourges. J'ai joué le jeu. J'étais un chef d'entreprise. L'État, mon actionnaire, décide que TF1 est privatisé, soit. Et je dois dire que Bouygues a tout de suite réagi et que pratiquement, il ne s'est pas passé de jour que Patrick Lelay, qui avait été désigné par Bouygues pour suivre cette affaire, ne me téléphone. Il ne s'est pas passé de semaines sans que j'ai eu un coup de téléphone de Bouygues. J'ai déjeuné avec Jean-Luc Lagardère, avec lequel j'ai toujours eu de très bons rapports, mais il m'a dit qu'il avait ses propres informateurs. Je crois qu'à l'époque, c'était Étienne Moujotte. Début 87, on ignore encore à quel prix l'État compte vendre TF1. Chacun des candidats sait qu'il lui faudra trouver des partenaires. Alors que Bouygues reste discret sur ses démarches, Hachette crée la surprise en s'associant avec Havas, présidé par Pierre Dozier. Encouragé par le gouvernement Chirac, le mariage de l'empire Hachette avec celui d'Havas, un groupe présent dans la publicité, le tourisme, la radio et déjà dans la télévision avec Canal+, fait l'effet d'une bombe. Nous avons conscience que les deux H, comme on dit à l'époque, les deux ogres, comme on le dit, ça fait beaucoup. Si Havas et Hachette sont ensemble, ça verrouille, entre guillemets, le dossier. Ça fait une candidature tellement forte qu'elle assure pratiquement le succès. Cette alliance, cette concentration de forces déclenche de violentes réactions dans le monde publicitaire. Havas est pris dans la tourmente, mais le mariage ne va peut-être pas durer longtemps. Fin janvier, le gouvernement annonce le prix pour TF1. Le choc est rude. Nous avons décidé de fixer le prix de cession des 50% réservés aux investisseurs à 3 milliards de francs. Bien sûr, je m'attendais peut-être à un prix un peu plus bas, mais je n'ai pas le sentiment que ceci constitue un handicap lourd, pas plus pour Havas que pour nous. Ce n'est pas l'avis du groupe Havas qui trouve l'addition très lourde. Son PDG, Pierre Dozier, hésite. En face, chez Bouygues, le prix de la une inquiète également. Parce que le jour où j'apprends le prix, d'abord tous mes actionnaires banquiers qui étaient venus sont tous partis. On dit, oh là là, beaucoup trop cher. Nous, le groupe Bouygues, on prenait 25%. C'était 1,5 milliard. À l'époque, c'est toujours beaucoup d'argent, 1,5 milliard. Mais à l'époque, c'était très cher. Et alors, le lendemain matin, je raconte une anecdote parce qu'elle m'a toujours marqué. Je vais voir Francis Bouygues à 8h, comme d'habitude, dans le bureau. Et je lui dis, vous avez vu le prix? Bon, il me dit oui. Je dis, vous savez, c'est très, très cher. Il me dit, vous basez sur quoi pour dire que c'est cher? Je dis, je me base sur un certain nombre d'études et d'analyses qu'on a faites quand même pour rentabiliser un investissement de cette nature. Ça va être très dur. Il m'a dit, mais vous y croyez, vous, à vos calculs? Vous avez déjà vu un plan financier qui est vrai et qui est juste? Je lui dis, en fait, non. Il me dit, vous voyez, je vous reconnais bien là avec vos stratégies de mercière de banlieue. Vous allez retenir une chose. Un pays qui privatise sa première chaîne de télévision, c'est unique au monde.
Et dans la vie, l'argent compte pas parce qu'on trouve toujours l'argent. Facile à dire. Dans les jours qui suivent, à la recherche d'associés, Patrick Lelay prend contact avec le patron de presse britannique, Robert Maxwell. Et là, il m'a fait la totale comme il faisait, c'est-à-dire que c'était un jour magnifique, ensoleillé. J'ai atterri sur un petit aéroport militaire désaffecté. Et il y avait l'hélicoptère de Maxwell qui m'attendait, qui m'a fait remonter la Tamise et atterrir suivant le grand cinéma sur le haut de l'immeuble de l'époque du Daily Mirror. Alors donc j'ai fait mon petit exposé en 10 minutes, un quart d'heure. Il m'a demandé une demi-heure de réflexion, puis il m'a dit bon allez, on va déjeuner, on va reparler de tout ça. Et à la fin du repas, il m'a dit bah c'est d'accord, je prends 15%. Il faut que je vois Francis Bouygues, d'autant que je sais qu'il a une fille qui est très jolie, je voudrais la voir. Et il est venu le lendemain au siège de Bouygues. La rencontre entre Francis Bouygues et Robert Maxwell s'est pas formidablement passée. C'était quand même deux monstres sacrés tous les deux. Je pressentais qu'il y aurait des chocs dans le futur. Mais on conclut. Et là, j'ai fini le tour de table. Donc là, je sais que j'ai une très grosse longueur d'avance sur Hachette, parce qu'Hachette n'a pas de tour de table. La situation est dramatique pour Hachette, car Havas décide finalement de renoncer à la compétition pour TF1. Ce retrait laisse Hachette avec un trou béant dans son tour de table financier, et ceci à quelques jours de la remise des dossiers à la CNCL. Jean-Luc Lagardère se sent trahi par le patron d'Havas, Pierre Dauzier. Ce qui est important, c'est qu'en effet, je suis dans l'embarras à ce moment-là, et donc la volonté qu'il avait de me mettre dans l'embarras a bien fonctionné. Le soir du 23 février 87, les groupes Hachette et Bouygues, dont l'affrontement commence à faire la une des journaux, doivent déposer leur dossier pour TF1. Les deux candidats pressentis sont donc venus hier soir présenter leur dossier financier, car ce sera la première étape de l'examen par la CNCL. Première arrivée, le groupe Bouygues et ses partenaires. On arrive à 1h de chrétien, à 7h du soir, on dépose nos dossiers avec nos boîtes reliées, nos brochures. Tout est au point, imprimé, impeccablement. Et on attend le dossier d'Hachette. Et le dossier d'Hachette, il n'arrive pas. Oh, je crois que là, il ne faut pas y attacher plus d'importance que ça n'en avait. Je crois qu'on avait des petits problèmes matériels parce qu'on n'était pas tellement rodé à cet énorme travail de préparation de dossier. Je ne sais plus s'il en fallait 20, 30 ou 40. Enfin, c'était considérable. Il n'arrive pas, pourquoi? Parce que Hachette n'a pas réussi à boucler son tour de table. Et dans la soirée, le gouvernement aide Hachette à boucler son tour de table, demande à des banques de venir. Pour la partie financière, ce qui, comme vous le savez, a été un petit peu acrobatique jusqu'au tout dernier moment. Nous, quand on voit arriver le tour de table d'Hachette, parce qu'il dépose le dossier vers minuit -10, et qu'on a le tour de table, dans le tour de table, il y a une banque qui n'a pas le droit d'y être. C'est la BNP, parce que la BNP a été la banque qui a fait la procédure d'évaluation de la société. Donc, on est dans le délit d'initié. Donc là, il y a une faille juridique gigantesque, dont vous imaginez bien qu'on s'y engouffre avec un délice. De ce jour, assisté d'une équipe d'avocats, Francis Bouygues va quotidiennement harceler la CNCL et son président Gabriel de Breuil pour obtenir la disqualification du dossier Hachette. Bouygues avait d'ores et déjà, parce qu'après ça deviendra assez coutumier, laissé entendre que sur le plan juridique, il pouvait contester tel ou tel aspect de la procédure, ce qui tétanisait les plus éminents magistrats de la CNCL. Dès ce matin, l'actualité audiovisuelle, c'était une troisième lettre de Francis Bouygues à la CNCL. Il y affirmait que ce n'était pas une simple protestation, mais un recours lourd de conséquences. Il demandait à nouveau que la commission statue et disqualifie Hachette. Une exigence que Gabriel de Breuil ne semblait pas apprécier. Ce que nous aurions tendance à demander, pour le moment, c'est un peu de silence. Quand j'ai vu Gabriel de Breuil dans son bureau, il s'en souvient, donc je peux le raconter, je lui ai dit, c'est effrayant parce que c'est un éminent membre du Conseil d'État, et je lui ai dit, je veux vous attaquer au Conseil d'État personnellement si vous conservez le dossier. Il me dit, monsieur, vous ne pouvez pas me dire ça. Il me met presque à la porte du bureau, mais je lui ai dit, écoutez, je ne vais pas vous dire ça avec agressivité, je vais vous le dire parce que c'est la loi. Alors il faut appliquer la loi. Donc là, il y a un vrai désordre. Donc Hachette est perdu déjà ce jour-là. Tout au long du mois de mars, les rapports s'enveniment entre Hachette et Bouygues. La BNP doit finalement se retirer du projet Lagardère. Mais au lieu de calmer le jeu, ceci donne de nouveaux arguments au groupe Bouygues pour contester la régularité de la compétition. Présentant son équipe à la presse, Jean-Luc Lagardère se veut serein et confiant. Nous avons travaillé sainement et nous n'avons travaillé que sur le fond des problèmes et non pas sur leur surface procédurière. Mais Francis Bouygues ne se bat pas uniquement sur le terrain juridique.
tirant force de sa position d'outsider, il s'est lancé avec Patrick Lelay dans une opération de lobbying intensif auprès de chacun des membres de la CNCL. Il faut d'abord se faire connaître, parce qu'on n'a aucune crédibilité, zéro. Se faire connaître de ceux qui vont avoir à décider, c'est les membres de la CNCL. Il y en a 13. Donc là, on fait du lobbying, au sens noble du terme. Dans un concours comme celui-là, je considère qu'il n'y a pas place pour du lobbying politique. Il y a 13 membres que l'on a visités 5 fois. Francis Bouygues a dû les voir 2 fois, et moi 5 fois, scientifiquement. Alors vous savez, la première fois, vous vous présentez, bon, à partir du moment où vous êtes poli et que ce sont des gens agréables, a priori, bon, ils vous reçoivent. La seconde fois, ils disent, oh, ouais, on peut les écouter. La troisième fois, on avait commencé déjà à monter un tour de table, on devient à peu près crédible. La quatrième fois, ils se disent, ah, c'est quand même des gens, il faut quand même regarder ça. Puis la cinquième, ils se disent, ben, ils sont peut-être meilleurs que les autres. Donc, c'est 65 rendez-vous, hein, ça prend du temps. Et puis, il faut comprendre la psychologie de chacun et se présenter sur le meilleur jour. Quand vous avez un dossier à monter, il vaut mieux qu'il soit bien présenté qu'une faveur rose. Je dois dire qu'on aurait eu un peu honte à pratiquer des déjeuners, des dîners, des promenades. C'était pas notre style. Nous pensions que ce n'était pas le style des autres non plus. D'ailleurs, je veux parler de la CNCL. Apparemment, là aussi, nous n'avions pas la lucidité totale des événements et de l'environnement. Fin mars, à quelques jours des auditions publiques devant la CNCL, Hachette reste favori et mise sur les professionnels qui sont à ses côtés. Tandis que l'équipe Bouygues, elle, s'entraîne chaque jour avec Bernard Tapie et répète méthodiquement devant des caméras sa future prestation. On a été repérer les lieux, puisque la CNCL à l'époque était installée rue Jacob. C'est pour d'ailleurs un lieu extrêmement convivial, c'est un hall. On sait qu'il va y avoir une table, il va y avoir tous les membres qui seront là. Et puis nous, on sera en face avec une autre table. Donc on recrée le même décor, on met des faux membres en face de nous, et puis on organise la table telle qu'elle va être, Francis Bouygues qui va être là. Puis on va disposer les autres membres par ordre de préférence. Et on fait 4 jours de répétition intensive, dans lequel on lit nos déclarations liminaires, et puis on se fait interroger sur le dossier de la façon la plus variée possible et la plus impromptue possible. Allez, ok, alors on va y aller. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver cet après-midi pour la séance d'audition pour la reprise de TF1 dans le cadre de la privatisation. Ah oui, on fait un vrai training. Alors je vous dis pas qu'au début, on était épouvantablement mauvais. Et finalement, on s'aperçoit qu'avec un peu de temps, en 3-4 jours, on se perfectionne à la télévision. Patrick Lelay, que j'ai choisi comme responsable pour ce projet, va vous révéler tous les engagements que nous prenons ici devant vous et devant les Français pour les convaincre. Alors évidemment, le plus dur à manager, c'est Bernard Tapie, parce que lui, il veut tout faire. Voilà, je rappelle bien la chronologie. Il faut qu'on l'ait tous complètement par cœur dans la tête. Francis commence, il lit son texte. Quand il a terminé son texte, il présente ses partenaires. Tout premier, Robert Maxwell. Robert Maxwell. Voilà, Robert Maxwell fait son truc. Il revient sur toi quand je lui dis pas merci. Non, rien. Quand il te regarde, tu sens qu'il a compris. Oui. Tu dis, je vous présente maintenant Evelyne Prouveau. Je vous présente maintenant Evelyne Prouveau. Là, tu dis Monsieur de Clermont-Tonnerre. Antoine de Clermont-Tonnerre. Voilà. On peut le montrer de la main. Oui. Jacques Duquesne. Jacques Duquesne. Et l'Oiseau. Et Bernard Tapie. Voilà, là. Bon, et puis là-dessus, moi, je dis, je suis content en tout cas, oui, machin, etc. Et Patrick Lelay. C'est toi qui raccroches. Voilà, je raccroche sur Patrick Lelay. Et on n'oublie jamais, Chive le sourit. Le sourire. Puis si on commet une petite erreur l'un ou l'autre, on continue. On fait un sourire. Excusez-moi. Non, c'est pas, on continue. Voilà. Donc, vous êtes prêts là-bas? Et enfin, vous nous faites des sourires. Oui, je souhaiterais poser une question à M. Bouygues concernant la politique sociale. Comment vous envisagez maintenir les conventions collectives? On sait tous, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Bravo, Madame Tasca. Ah, on n'a rien laissé au hasard. C'est une vraie opération militaire. Oui, comme quand il y a une opération militaire, il faut que l'intendant suive. Tout est super organisé. Il n'y a pas eu
quelque chose, un détail laissé au hasard. On est à la veille d'être propriétaire TF1. On le savait, c'est l'apothéose, c'est le dernier jour. On nous remet la coupe ce soir. Tu garantis? Oui. Alors, vous vous rendez compte, on nous remet la coupe dans quelques instants. On est heureux d'être là, c'est fabuleux, quoi, hein, et voilà comment on va le faire. On arrête l'enregistrement et on va visionner, si vous voulez bien. Vendredi 3 avril, au siège de la CNCL, c'est le grand jour. Alors, Hachette, premier auditionné ce matin à 10h. Jean-Luc Lagardère, entouré de son équipe. Accompagné de Christine Ockrent, d'Yves Sabouret et d'Étienne Moujotte, Jean-Luc Lagardère défend pendant 2 heures son projet pour TF1. L'accueil de la CNCL est froid, pour ne pas dire glacial. Les engagements d'Hachette pour satisfaire au mieux-disant culturel ne réchauffent pas l'atmosphère. C'est que le travail de sape entrepris par Bouygues a produit ses effets. Les menaces d'un recours au Conseil d'État si Hachette l'emportait vont faire le reste. Dans ces conditions, la CNCL a tout à craindre d'une victoire d'Hachette. Ce n'est donc pas un hasard si la tonalité de l'audition du groupe Bouygues dans l'après-midi est radicalement différente. Et c'est cet après-midi à 15h qu'intervenait le groupe Bouygues. Francis Bouygues et ses partenaires présentaient à leur tour leur projet. Et puis alors là commence la surprise. Parce que entre cette cérémonie assez académique et assez digne et froide, quasi sorbonnarde du matin, et puis ces entretiens conviviaux, faits de sourires et de questions plus ou moins complices et de camaraderie. Ils ne pouvaient pas se taper dans le dos parce qu'ils étaient à 3 mètres de distance, mais enfin on avait l'impression que psychologiquement c'était un petit peu comme ça. Et qui se terminait par « Ah, mais est-ce que vous avez même peut-être pensé à un projet de siège pour la future télévision privée, qu'à cela ne tienne, et on amenait la maquette, etc. » Assisté de Patrick Lelay, Robert Maxwell, Bernard Tapie, Francis Bouygues emporte très vite l'adhésion d'une CNCL ravie de le voir soutenir son projet avec professionnalisme et bonhomie. Spectateur de cette audition diffusée en direct sur TF1, l'équipe Hachette n'en croit pas ses yeux. C'était assez drôle, et l'un d'entre nous, pas moi, mais l'un d'entre nous s'est mis à hurler, on est fabriqué. Mais c'était tellement cousu de fil blanc qu'on s'est dit vraiment, bon, il n'y a plus rien à faire, et voilà. Là, on a compris quelque chose. On a compris qu'on n'avait pas tout compris. Au lendemain de ces auditions, samedi 4 avril, la CNCL délibère. À 13h, elle passe au vote. TF1, c'est fait. La CNCL a fait son choix. Cet après-midi, elle a attribué la première chaîne de télévision au groupe Bouygues. 10 voix pour Bouygues et 3 pour le groupe Hachette. Francis Bouygues, je me souviens, j'étais à déjeuner chez Prunier. Et je dérange de son déjeuner, je dis au téléphone, il me dit qu'est-ce que vous me voulez? Je lui dis on a gagné. Il me dit on a gagné quoi? Je lui dis on a gagné TF1. Ah bon? Bon, puis bon, il dit passez me voir, je vais retourner manger mes huîtres. Il dit c'était pour l'ombre d'une émotion particulière. Le soir même, Francis Bouygues est l'invité du journal de 20h de la chaîne qu'il vient de conquérir. Vous m'excuserez, parce que ce soir, je suis très ému. Pour moi, aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Merci au président et à tous les conseillers de la CNCL qui nous ont fait confiance. Je tiens à leur répéter qu'ils ne seront pas déçus. Invité samedi soir aux 20h, avant de devenir le PDG de la chaîne, Francis Bouygues a visité Cognac-Jet. Visite rapide et pour nous, en accéléré. À la même heure pour Hachette, c'est le choc de la déception et le regret de n'avoir pas mieux mesuré les dangers de la stratégie Bouygues. À l'arrivée, il n'y a pas eu photo. Et nous avons été effectivement des enfants de cœur de cette affaire. Alors, je ne dis pas que ça a été pipé, je ne veux rien dire de tout cela. Je dis simplement que si j'avais su que le jugement serait fait de cette manière, je n'aurais pas concouru. Vous comprenez que, lorsque je vois dans les présentations, d'un côté l'éventail de tous nos talents, et de l'autre, M. Maxwell et M. Tapie, avec le recul, j'ai une satisfaction interne profonde.